Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans la vidéo précédente, j'ai présenté quelques cas où il y avait ou bien où il pouvait y avoir un conflit entre une initiative et des engagements internationaux. Et dans cette vidéo-ci, j'aimerais parler des solutions possibles. Donc je vais me baser encore fortement sur le même livre que j'ai utilisé dans la vidéo précédente. Ce livre de Masméjean, un excellent livre dont je vous recommande la lecture, même si je ne suis pas nécessairement toujours d'accord avec lui, et notamment lorsque l'on parle des solutions. Alors, un premier type de solution, c'est de faire en sorte que la votation n'ait pas lieu. C'est-à-dire que de considérer qu'une initiative qui est contraire à des engagements internationaux est irrecevable. C'est recevable déjà avant même la récolte des signatures, soit qu'après la récolte des signatures, elle peut de toute façon pas être soumise en votation populaire. Alors ça, c'est une approche qui va frontalement contre les droits populaires. C'est absolument inacceptable, c'est-à-dire que le peuple a parfaitement le droit, s'il le souhaite, de revenir sur un engagement international. En fait, il ne devrait jamais y avoir un engagement international sans une clause qui permette de l'annuler. Parce que dans une démocratie, une génération n'a pas le droit de décider pour les générations futures. Donc, ça doit être possible après de revenir sur une décision. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose à faire d'annuler des accords. Je dis qu'il a le droit de le faire. Euh, donc, cette première approche qui consiste d'une façon ou d'une autre à empêcher la votation, je la rejette d'emblée. Je rejette aussi la version plus modérée de cette approche qui consiste à dire avant la récolte des signatures, il faudrait passer un test et s'il s'avère que cette initiative est en conflit avec des engagements internationaux, alors les initiants seraient obligés d'écrire dans la feuille qu'ils soumettent à signature et obligés d'écrire que c'est en conflit avec tel et tel accord. Mais ça me paraît aussi une mauvaise solution parce que c'est pas toujours très clair si une initiative est en désaccord avec certains engagements internationaux. Parfois c'est parfaitement clair, mais parfois c'est pas clair du tout. Et là, il y a évidemment un risque que les élus, pour couler l'initiative, aient tendance à dire que ça rentre en conflit avec des engagements internationaux, même quand c'est pas nécessairement le cas. Donc, euh, donc je suis aussi contre cette version affaiblie. D'une façon générale, les initiatives, on en a besoin parce que les représentants ne représentent pas parfaitement le peuple. Et on le sait puisque de temps en temps, il y a la quasi-totalité des représentants qui disent qu'il faut voter comme ci, et puis le peuple il vote autrement. Donc on voit empiriquement que c'est pas toujours le cas, que le peuple et ses représentants pensent la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a l'initiative. S'ils pensaient toujours exactement la même chose, on n'aurait pas besoin d'initiative. L'initiative, c'est un outil un peu qui résulte d'une méfiance par rapport aux élus. Et puis, il ne faut pas que les élus puissent, à la base, trop empêcher une initiative qui, justement, va aller contre une politique qu'ils ont en vue. Donc là, ils auraient un conflit d'intérêts et il faut éviter qu'ils touchent à ça autant que possible. Donc, je suis contre toutes ces approches qui visent à empêcher une votation. Ensuite, il y a un deuxième type d'approche qui est de laisser la votation se passer, de faire des lois qui sont conformes à ce qui a été voté. Donc, le Parlement, le Conseil fédéral, tout ça exécuterait ce que le peuple a voulu. Puis ensuite, c'est le tribunal fédéral, quand il y aurait des cas concrets, eh bien, s'il y a un conflit entre un article constitutionnel qui a été approuvé lors d'une votation populaire, et puis un engagement international, s'il y a un conflit entre ces deux choses, ben, le tribunal fédéral, il donnerait priorité à l'engagement international. Et ça me paraît pas sain du tout.
parce que c'est pas au tribunal fédéral, c'est pas au juge de faire la loi. Donc le juge doit appliquer. Je suis assez pour la jurisprudence Schubert. Euh, les juges doivent appliquer, ils doivent pas faire la loi. C'est vraiment une très mauvaise idée de leur confier à eux, non seulement de faire la loi, mais de faire la loi contre le peuple, c'est-à-dire de dire une chose que le peuple a décidé, ça compte pas. Donc j'écarte aussi ce deuxième type d'approche. Il y a un troisième type d'approche dans lequel il y a une votation populaire sur l'initiative et où on attend des juges qu'ils appliquent la loi qui sera écrite par le législatif. Mais dans ce troisième type d'approche, il reste à définir comment sont fixées les priorités entre, d'une part, l'initiative et d'autre part, l'accord international. Alors, si l'initiative précise déjà ce qu'on fait en cas de conflit, ben ça règle la question. Là, il y a plus d'ambiguïté. La question se pose dans le cas où l'initiative ne le précise pas. Donc là, le législatif, le Parlement va se trouver en situation où il y aura d'un côté un accord international et puis d'autre part, de l'autre côté, le résultat d'une initiative, une votation populaire. Et puis, le Parlement aura le sentiment de ne pas avoir d'indication sur ce qui a priorité et il aura tendance à faire ce qu'il veut. Pour éviter ça, dans ce troisième type d'approche, il faut définir comment se fixe la priorité au cas où elle n'est pas déjà définie par l'initiative. Alors, ce troisième type d'approche, c'est un éventail très, très large de possibilités. À un extrême, on dirait que dans ce cas-là, c'est l'accord international qui prime. L'argument pour ça, c'est de dire ces accords internationaux, ils sont très importants. C'est vrai qu'on a le droit de dénoncer un accord international et le peuple aussi peut dénoncer un accord international, mais ça doit être seulement dans des situations tout à fait exceptionnelles et en tout cas, ça doit être demandé explicitement par le peuple. Donc, s'il n'y a rien qui est précisé, on part de l'idée que c'est l'accord international qui prime. Donc ça, c'est un extrême. Et l'autre extrême, c'est de dire ce qui prime, c'est l'initiative, le résultat d'initiative, parce que, ben, en principe, en général, ça vient après l'accord international, c'est une initiative qui arrive après. On peut partir de l'idée que les citoyens, quand ils ont voté pour cette initiative, étaient conscients d'un éventuel conflit avec un accord international. En tout cas, dans les débats qui ont lieu avant la votation, on peut s'attendre à ce que les opposants à cette initiative vont mettre en avant les contradictions qu'il peut y avoir avec des accords internationaux. Donc on peut partir de l'idée que les citoyens sont conscients d'éventuelles contradictions et s'ils ont quand même voté pour l'initiative, ça veut dire qu'ils veulent que c'est l'initiative qui prime sur cet accord international. Et peut-être parce qu'ils ont eu plus d'informations qu'au moment où a été signé l'accord international, ou peut-être qu'ils ont simplement jamais eu l'occasion de voter sur cet accord international. Il n'a peut-être même pas été soumis au référendum facultatif. Ou simplement les mentalités ont évolué. Ça, c'est les raisons pour choisir l'autre extrême, qui est de dire que face à un accord international, c'est l'initiative qui doit primer. Pour ma part, je rejette ces deux extrêmes. Ça me paraît excessif de dire que c'est l'accord international qui doit toujours primer. Excessif notamment parce que on peut pas toujours prévoir les conflits qu'il peut y avoir entre un article constitutionnel et puis tous les accords internationaux qui ont été signés. Et je pourrais très bien que le peuple préfère qu'on tienne compte, qu'on applique son initiative, et les initiants simplement n'ont pas pu anticiper tous les conflits possibles. Donc de dire que si on n'a rien anticipé, alors automatiquement
c'est les accords internationaux qui dominent, ça me paraît excessif. Mais l'autre côté ne me convient pas non plus parce que, pour la même raison, il pourrait aussi y avoir des conflits qui n'ont pas été anticipés avec des accords internationaux. Et là, ce serait faux de dire que, puisque l'initiative est passée après, puisque donc cet article constitutionnel est venu après, il doit nécessairement dominer les accords internationaux, et ceci, quelles que soient les conséquences que ça pourrait avoir. Donc je refuse simultanément les deux extrêmes, et ce que je me prononce, c'est pour quelque chose qui est plutôt au centre. Et là, en particulier, il y a une piste qui est très intéressante, c'est la proposition d'Olivier Meuvely, selon laquelle, dans un cas pareil où il y a une initiative qui entre en conflit avec un accord international, mais qui n'a pas dit que s'il y a un conflit, il faut renégocier, et puis que si la renégociation ne fonctionne pas, il faut dénoncer. Elle n'a pas dit qu'il faut dénoncer. Eh bien, dans ce cas-là, le Parlement essaye de faire vivre les deux choses ensemble. Le Parlement peut essayer de faire un compromis, et ce compromis, ça c'est la proposition Meuvely, serait obligatoirement soumis en votation populaire. Ce qui fait que c'est, en fin de compte, c'est le peuple qui déciderait. Voilà, ça c'est la proposition Meuvely, une piste très intéressante, que je compléterai toutefois de la façon suivante. Parce que ma crainte, c'est que si on prend juste la proposition Meuvely telle qu'elle, eh bien le peuple fait une initiative où il dit qu'il veut aller 10 km dans ce sens, et puis eh bien les élus, ils vont simplement proposer de faire 100 mètres dans cette direction pour aussi ne pas trop être en conflit avec l'accord international, donc ils vont proposer de faire 100 mètres dans cette direction. Et puis dans une votation comme ça, le peuple ne sait pas très bien quoi voter, parce que ces 100 mètres, s'il voulait 10 km, ça ne correspond pas à ce qu'il avait demandé. Donc il aurait tendance à voter non, mais s'il vote non, 100 mètres c'est quand même mieux que zéro, donc ça, dans ce sens-là, ils auraient tendance à voter oui. Et en termes d'interprétation du résultat de la votation populaire, le problème c'est que s'ils votent pour les 100 mètres, eh bien, les élus pourront toujours dire, ben voilà, ils ne voulaient pas réellement les 10 km, ils voulaient juste les 100 mètres. Et puis s'ils disent non aux 100 mètres, les élus pourront toujours dire, ben là on fait rien du tout, parce que de toute façon, ils ne veulent même pas les 100 mètres. Donc dans les deux cas, quoi que le peuple vote, les élus peuvent tirer la conclusion qu'il ne faut plus pas essayer de faire ce que l'initiative adoptée par le peuple en votation populaire demandait de faire. Donc une initiative, disons une votation dans un contexte comme ça, c'est pas du tout sain. Et c'est pourquoi je propose que les initiants, donc ceux qui ont lancé le comité d'initiative qui a lancé l'initiative en question, aient le droit de faire un contre-projet citoyen à la proposition du Parlement. Donc je résume, il y a une initiative qui entre en contradiction avec un accord international. Cette initiative ne dit pas que si nécessaire, il faut dénoncer l'accord international, donc il y a une sorte d'ambiguïté pour le Parlement sur qu'est-ce qu'il faut faire. Le Parlement propose une façon de mettre ces deux choses ensemble, et cette proposition est obligatoirement soumise en votation populaire. Mais les initiants de cette initiative ont la possibilité de faire un contre-projet. Donc si le Parlement tire trop la couverture d'un côté, il augmente les chances que ce soit le contre-projet des initiants qui soit accepté. Et voilà, donc ça c'est ma version un peu complétée de la proposition Meuvely, et ce serait ce qui me paraît être la meilleure façon de gérer ces cas d'indétermination entre une initiative et puis un accord international. Voilà, donc je serais très intéressé de savoir ce que vous pensez de cette idée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.